Bon alors, est-ce que ce Grand Prix de Miami vous a mis une gifle en vous souhaitant la bienvenue? Bravo à ceux qui auront la ref. Non, elle était pas cool, elle était pas évidente. Salut tout le monde, bienvenue dans le Fast 5, 5 réactions sur le Grand Prix de Miami 2022 de Formule 1. C'est parti. On commence avec la première réaction, je crois que j'en ai très peu parlé finalement depuis le début de la saison, mais George Russell n'a absolument pas fini de m'impressionner, on dirait. Top 5 en 5 courses, c'est un petit peu le seul à le faire avec une voiture clairement pas aussi performante que ce à quoi on pouvait s'attendre de la part des champions du monde, en témoigne comment Lewis Hamilton galère depuis ce début de saison, mais ça commence à aller un petit peu mieux et un petit peu plus dans la bonne direction, on a l'impression. Alors Mercedes a amené beaucoup d'améliorations, ça a fonctionné le vendredi, mais le samedi et le dimanche, ça a été beaucoup plus difficile. Et le problème, c'est qu'ils savent pas pourquoi d'un coup, ça fonctionnait plus. Mais si ça a fonctionné, ça veut dire que oui, ça marche dans certaines conditions. Et peut-être, finalement, que la Mercedes a une fenêtre d'exploitation et de performance, on va dire, très petite et difficile à atteindre. Il faut vraiment réunir plein de conditions, etc. pour que ça fonctionne bien. Donc la voiture n'est probablement pas mauvaise à la racine, c'est juste que ils n'arrivent pas à la faire fonctionner au mieux. Et ça, c'est le cas depuis le début de la saison. Retour sur George Russell, du coup, qui nous a fait une Alexander Albon, on va être très clair. Partir en hard, galérer au début, attendre que tout le monde s'arrête et en arriver à se dire, bon si les pneus fonctionnent, autant attendre une safety car, on n'a rien à perdre, c'est aussi simple que ça. En soi, cette logique est vraiment super intéressante parce qu'on va favoriser ce qu'on appelle la track position, c'est-à-dire notre position en piste, au fait de vouloir passer des pneus neufs, perdre des positions et espérer les regagner après. En fait, les écuries ne comprennent toujours pas les pneus. Aucune équipe ne les chauffe de la même manière les unes que les autres, ne les fait fonctionner de la même manière, etc. Et du coup, on se dit que c'est presque plus intéressant d'attendre une safety car qui nous mettra un petit peu Gucci avec un arrêt gratuit, avec quand même l'énorme risque qu'elle n'arrive jamais et qu'on perde absolument tout à la fin, plutôt finalement que de s'arrêter, chercher de la performance dans d'autres pneus neufs, etc., dont on a du mal à comprendre le fonctionnement. En fait, la safety car l'a encore mis à l'envers un Lewis Hamilton qui s'imaginait enfin tranquille de son coéquipier pour une fois, et finalement non, pas du tout. Alors manœuvre un petit peu litigieuse quand même de la part de George Russell qui relaisse passer Hamilton pour le terminer de se le faire bien comme il fallait au DRS, un ou deux tours plus tard je crois. Bref, double peine pour Lewis Hamilton, là pour le coup c'est un petit peu dommage. Alors Albon a été un petit peu dans ce cas, pareil pour Esteban Ocon qui d'ailleurs a remercié Schumacher et Vettel de lui avoir donné 2 positions gratuitement. Donc forcément bravo à eux trois, Albon, Ocon et Russell. Ils viennent du fond de peloton pour aller chercher les points avec évidemment la chance de la safety car. Du coup vraiment intéressant de voir comment les équipes finalement vont apprendre à comprendre les pneus pendant cette saison parce que c'est pas fini. Deuxième réaction, ça faisait une éternité, j'ai envie de vous dire, que notre Fernando Alonso n'avait pas autant fait, j'allais dire de bêtises, je trouve, entre le contact avec Hamilton au départ, le plongeon de l'espace interstellaire sur Gasly. Là, en une course, j'ai presque envie de vous dire, ça fait un petit peu beaucoup, non? Bon alors, oui, non, c'est pas non plus une catastrophe, il a pas tout fait à l'envers, son départ reste canon tout de même, c'est Alonso évidemment. Mais bon, dommage quand même, il n'avait pas un mauvais rythme, mais il n'arrivait pas à trouver l'ouverture sur l'AlphaTauri de Gasly. Du coup, il a tenté l'undercut pour le passer et pouvoir peut-être rouler un petit peu plus vite, sans réussite. Du coup, je me dis, tiens, ça doit être probablement un petit peu d'impatience ou de frustration de ne pas pouvoir dépasser. Du coup, oui, à la première opportunité, il s'est littéralement jeté depuis l'autre bout de la galaxie, ce que n'a pu prévoir finalement Pierre Gasly. 5 secondes de pénalité, oui, sans aucun problème, juste un petit peu trop d'optimisme, on va dire, de la part de Fernando Alonso, rien de bien méchant dans l'intention. Alors ça lui fait perdre la P8 et le sort des points pour quelques dixièmes de seconde face à Lance Stroll. Dommage, les deux Alpines dans les points, ça aurait été vraiment pas mal du tout pour le coup. Du coup, Gasly a eu effectivement des dégâts, la décision d'abandonner n'était pas encore prise chez AlphaTauri au moment du contact avec Norris, mais en fait Gasly était à la radio et il était en train de se faire dépasser, bref donc incompréhension. Ça faisait un tour qu'il galérait un petit peu avec la voiture, qu'on se posait des questions, ce qui allait pas. Est-ce qu'il faisait encore la course? Sinon, peut-être qu'il fallait un petit peu s'écarter de la trajectoire pour pas prendre de risques, mais encore une fois, il se passe tellement de choses et tout va tellement vite que c'est un peu comme Stroll et Latifi à Melbourne, une incompréhension et hop, c'est terminé. Bon alors au final, on a eu très peu de crash, je trouve, sur cette course. Tout le monde a été assez calme, on va dire. C'est assez rare sur un circuit urbain, généralement. C'est aussi en partie dû au fait que la piste était neuve, peu d'adhérence en début de week-end, puis après, c'était que sur la trage qu'il y avait vraiment de l'adhérence et que ça fonctionnait. Et
tout ce qu'il y avait, on va dire, en dehors, autour, c'était absolument horrible. On a vu beaucoup d'erreurs, notamment à l'épingle, de manière assez inhabituelle. Je pense notamment à Bottas qui lâche la magnifique P5 comme ça. Petit cœur brisé là pour moi de mon côté, petit Bottas P5, punaise, c'est dommage. Bref, donc pas tant de casse, hein, malgré un Alonso un petit peu déchaîné, mais comme disent les Anglais, rubbing is racing, qu'on pourrait traduire par frotter roue contre roue, c'est faire la course. Rien de grave, mais je trouvais assez intéressant d'en parler justement de cette un petit peu de trop de hargne de Fernando. Là. Troisième réaction, la bataille Verstappen-Leclerc, ou plutôt je devrais dire la bataille Red Bull-Ferrari. Enfin, on a eu, on va dire, un deuxième Grand Prix où vraiment on pouvait mesurer les qualités et les défauts des deux voitures et l'impact d'une bataille stratégique à 4. Alors sur le start, Verstappen a encore montré sa capacité à savoir freiner parfaitement là où il fallait. Il était juste ce qu'il fallait devant Sainz, on va dire, pour dicter la trajectoire dans le virage 2. Et à partir de là, il était passé. Au final, si Leclerc n'était pas devant Sainz, Carlos aurait pu la jouer un petit peu plus roublard, retarder un peu plus son freinage, repasser devant dans le virage et obliger Verstappen finalement à lâcher. Mais du coup, une voiture devant, et puis en plus c'était son coéquipier. Voilà, il s'est fait un petit peu enfermer, il n'aurait pu rien faire. Alors je vous en parlais il y a 2 semaines, là, la petite erreur qui coûte super cher. On en a encore une fois la preuve avec Leclerc qui fait un petit écart à l'épingle. Boum, Verstappen était prêt à bondir. Alors par contre, j'avoue, j'ai été un petit peu curieux finalement sur la manière de défendre de Charles Leclerc. Je me suis posé la question de savoir pourquoi il n'avait pas fermé absolument la porte à droite, vous savez, pour obliger Verstappen à devoir tenter un extérieur au premier virage, alors que Leclerc pouvait facilement avoir l'avantage de la position finalement au freinage du T1. Alors en fait, il a tenté de la jouer peut-être un petit peu plus intelligemment en se disant que Verstappen pouvait freiner hors trajectoire sur une partie qui était sale, tirer tout droit et récupérer la position. Et que s'il était à l'intérieur, c'est lui qui aurait à freiner hors trajectoire avec le risque de bloquer une roue, pendant que Verstappen pourrait décroiser pépouze tranquille. Du coup, l'une ou l'autre des possibilités avait à la fois des avantages et des inconvénients, je trouve. Mais bon, bref, dans tous les cas, finalement, la Red Bull était plus rapide, principalement en ligne droite, donc ça finirait par passer, je pense, pour Max Verstappen. C'est marrant comment la physionomie de la course ressemble beaucoup à celle de Jeddah au final, et je trouve très très cool aussi le fait qu'on ait deux voitures dont les performances ne se situent pas sur les mêmes points et les mêmes caractéristiques, et où finalement, c'est celui qui arrivera à faire mieux que l'autre dans la partie du circuit qui convient le moins à sa voiture. Grosse vitesse de pointe pour la Red Bull, grosse vitesse en virage pour les Ferrari, donc on sait où est-ce que les unes et les autres doivent travailler. Rapidement, ça fait du bien pour Sainz de le voir faire une bonne course enfin, malgré le carton en essai libre, et surtout le fait de résister à Perez qui stratégiquement bloquait les Ferrari pour attaquer Verstappen. À la safety car, en fait, Verstappen ne pouvait pas s'arrêter, parce que sinon Leclerc était trop proche et du coup il aurait perdu la position. Mais Perez était aussi trop proche pour permettre à Leclerc de s'arrêter. Et en fait, on va pas arrêter Sainz pour perdre une position que l'on ne va pas regagner et perdre des points bêtement. Du coup, il y avait que Perez qui pouvait s'arrêter et essayer de mettre la pression sur Sainz. Alors malgré toutes les attaques de Perez, qui en plus avait un problème moteur, gros boulot de Sainz que de résister intelligemment aux Mexicains. Pour terminer, Ferrari va enfin apporter des grosses améliorations à Barcelone dans 15 jours. Jusqu'à présent, c'est quasiment la même voiture que les essais hivernaux. Et même si on peut donner un avantage à Red Bull en termes de performance pure, vraiment de pas grand chose on va dire, toutes les équipes ont amélioré pour tenter de se retrouver finalement, entre guillemets, à hauteur de Ferrari. Ferrari, c'est un peu le benchmark si vous préférez. Donc Ferrari a une avance entre guillemets naturelle en termes de développement et n'a pas à dépenser de l'argent pour se mettre à niveau comme Red Bull. Donc en fin de saison, quand on va arriver aux limites du budget, c'est là où Ferrari aura encore un petit peu de budget sous la main, on va dire, pour faire la différence. Quatrième réaction. On va devoir en parler de Mick Schumacher là. Je pense qu'après plus de 25 Grands Prix, on l'a suffisamment laissé, on va dire, tranquille pour apprendre. Maintenant, c'est l'heure du contrôle, on va dire. Alors, je vais pas lui tomber dessus, mais être neutre, ça va devenir un petit peu trop compliqué, là. À présent, ça va être compliqué. En soi, Schumacher, il est pas foncièrement mauvais, c'est même plutôt un bon pilote, je pense. Mais en fait, ça suffit juste pas maintenant en Formule 1. Dans les catégories inférieures, en fait, Schumacher faisait toujours une saison d'apprentissage, puis une saison pour concrétiser. Il a rien montré d'absolument incroyable, finalement, dans sa carrière, à part 3 wins le même week-end en F3 Euro Series au Nürburgring, il me semble. Autrement, voilà quoi. Alors là, il a effectivement fait une saison pour apprendre chez Haas, avec une poubelle, qu'on soit bien d'accord, avec un équipier qui... voilà quoi. Maintenant, avec une voiture comme la Haas d'aujourd'hui, dont on sait les capacités, vu ce qu'en fait Kevin Magnussen, libéré et heureux d'ailleurs, on n'en attend clairement pas moins. Je sais pas si j'ai envie de le voir au-dessus de Kevin Magnussen,
mais j'ai envie de le voir au moins pas loin, quoi. En termes de rythme, c'était plutôt le cas, d'ailleurs, ce week-end, même si je me dis que là, ça manquait de performance pendant le Grand Prix de Miami. Du coup, est-ce que c'est Magnussen qui était arrêté ou est-ce que c'est Schumacher qui avait progressé avec une voiture moins bien? Va falloir encore attendre un petit peu. Alors, comme le dirait Gunther Steiner, en fait, il faut que il réapprenne à dépasser. Et c'est vrai, il a passé toute la saison dernière à faire des Grands Prix qui étaient tout simplement des giga séances d'essais libres. Sauf que, quand je vois un Tsunoda ou un Guan Yu Zhou, par exemple, ils ont moins de problèmes à concrétiser et à aller au bout que Schumacher, même en essayant de les mettre un petit peu sur un pied d'égalité, on va dire, en termes de performance et en termes d'expérience surtout, pour les comparer, c'est compliqué, quoi. Alors du coup, petit blocage, grosse conséquence, c'est exactement ce dont je vous parlais avec Leclerc ou même avec Alonso. Freiner hors trajectoire sur une piste un petit peu sale, ça peut vous faire tirer tout droit. En plus, tonton Vettel a laissé la porte grande ouverte, c'est vraiment dommage. Honnêtement, je pense que ça aurait pu arriver à n'importe qui avec une voiture moins performante que la Red Bull ou la Ferrari d'ailleurs, même comme on l'a vu avec Alonso et Perez. Mais force est de constater que on attend encore et toujours ses premiers points alors qu'un Guan Yu Zhou l'a déjà fait, sachant que Guan Yu Zhou, il a la pression puisque il prend un baquet à coups de millions d'euros, qui laisse un Oscar Piastri champion de F2 sur la touche au bord des portes de la F1, qu'on attend un Théo Pourchaire peut-être rejoindre l'écurie, un de ces quatre. Je veux dire, Schumacher, c'est pas comme si son baquet était payé par Ferrari, entre guillemets, et qu'il a été quasiment sans aucune pression de ce côté, à part effectivement de porter le nom Schumacher. Et oui, ça, bordel, qu'est-ce que ça doit pas être facile. En vrai, j'ai hâte de le voir marquer ses premiers points au final, et que ça débloque un petit peu la situation psychologiquement parlant, pour le voir enfin montrer vraiment ce qu'il a dans le ventre et ce qu'il sait faire. Parce que là, malheureusement, il était dans les points, quoi. Il aurait pu le faire, mais carton avec Vettel. Cinquième et dernière réaction, il fallait en parler. On part pour 10 ans à Miami. Et pour un premier Grand Prix, honnêtement, je trouve que ça va. On a eu un petit peu de tout. Je me suis fait peut-être un petit peu moins chier qu'à Imola, mais je pense qu'il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. La réalisation montrait un petit peu plus, je trouve, les batailles stratégiques, finalement. Mais bon, c'est pas encore tout à fait ça, on va être honnête. Même si j'aime bien la grande gueule de Villeneuve qui balance parfaitement, on va dire, avec un Julien Febvre un petit peu plus calme. Romain Grosjean, je pourrais l'écouter pendant des heures et des heures, sauf s'il pleut et qu'on est à Spa évidemment, mais l'effet Grosjean en cabine de commentaires, ça apporte tellement de détails pour nous, les gros fans un peu nerds, etc., que ça peut peut-être rebuter, je sais pas, d'un point de vue technique, les petits nouveaux de la F1. D'ailleurs, pour tous les nouveaux qui découvrent la F1, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez finalement de l'intervention de Romain Grosjean en cabine de commentaires avec Julien Febvre. Bon alors au final, on nous l'a tellement survendu ce Grand Prix, évidemment, survendu, le mot est faible, hein. La F1, on a tellement fait des caisses que ça en devenait presque même gênant pour les Américains eux-mêmes. Alors oui, les Ricains, dans l'ensemble, ils sont too much comme on dit, mais là, il y avait juste du mauvais goût par moment. L'escorte de police jusqu'au podium, les casses de foot américains, enfin bon, ça c'est n'importe quoi. Autant à Austin, au Texas, là, en 2012, remplacer les casquettes Pirelli par des chapeaux de cow-boy, un petit peu jolis et tout, oui, bordel, là, ok, là, ça a du sens, quoi. Mais bon, les voir arriver avec un gros casque de foot, bon, c'est un peu dommage, quoi. Puis alors oui, ça faisait plaisir de voir un public très démonstratif, mais il y en a vraiment, tu te demandes s'ils ont pas pris un truc bizarre avant de venir sur le circuit. Mais ouais, il y a vraiment du too much américain qu'on aime bien au final. Et puis il y a aussi quand même beaucoup de mauvais goût et ça c'est un peu dommage. Bon alors j'ai pas eu le temps de voir toutes les stars qu'il y avait, hein, presque sûr qu'il y avait plus de célébrités que de mécanos sur la grille. Certaines curieuses de la F1, d'autres plus passionnées, comme George Lucas par exemple, qui lui je crois il a un abonnement dans le garage Mercedes. Et puis t'as d'autres qui viennent parce que bon ouais, c'est une giga teuf et que c'est vachement instagrammable quoi. Moi le premier. Alors ça a été tellement survendu qu'on savait qu'il fallait s'attendre à rien et au final, on a eu une course peut-être plutôt normale, propre, un ou deux dépassements au DRS un peu dégueu, mais sinon, c'était plutôt de la bonne course. Ça regorgeait pas de spectacle à tous les tours, mais c'était vraiment plutôt honnête. Est-ce qu'on reculerait peut-être pas encore un petit peu plus l'horaire de départ, histoire d'être sûr de quasiment se prendre la douche de la Floride ? En vrai, pourquoi pas, hein. En tout cas, j'y vais pas reculons pour l'année prochaine. Je vais pas dire que j'ai hâte, mais ok, en vrai, c'est cool que ce soit au calendrier. Probablement qu'on peut encore améliorer un petit peu la chose, je pense, notamment sur le circuit. Plutôt content, tant qu'on se tape pas 23 Grands Prix comme celui-là. Voilà, c'est la fin de ce Fast 5, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos réactions dans les commentaires. On se retrouve dans 2 semaines pour le Fast 5 du Grand Prix d'Espagne. En attendant, portez-vous bien. Ciao, ciao.